je vais passer la parole à un autre ami, Jean-François Sibien, un protecteur, un ange gardien du collectif Santé en danger. C'est un médecin urgentiste. Alors, on va décaler le curseur. On va décaler le curseur vers les urgences, la régulation, le SAMU. Jean-François, je pense qu'il a aussi permis au collectif d'exister. Et pourtant, c'est un syndicaliste très important, très connu. Et tu m'entends? Tu m'entends? Je t'entends. Voilà. Et j'entendais une voix, excusez-moi. T'entends. Ouais. Et donc, ok, tu m'entends. Donc voilà, donc Jean-François, tu as fait beaucoup de bien au collectif, tu as permis son évolution et tu as surtout, et ça, parce que les gens ils fantasment toujours sur les relations entre le collectif et les syndicats. Eh ben, je vous présente ici un syndicat qui a été particulièrement bienveillant en tant que structure, puis aussi humainement, il le sait, je l'aime beaucoup, pour ne pas dire plus. Alors maintenant, j'arrête, mais ta présence était très importante pour la session inaugurale. C'était pour moi normal, juste normal. Alors peut-être, Jean-François, je vais te donner la panoplie de l'urgence, de la ville, peut-être de la régulation, peut-être du pro-hospitalier, de ces services d'urgence qui ferment, un à un partout en France. Il y a, je sais pas, 40, 50 services d'urgence qui ferment. Il y a des lignes de SMUR qui ferment. Je me doute un petit peu de ce que tu vas dire, hein, parce que ça va ressembler un peu aux autres problématiques, mais il faut quand même le dire parce qu'en fait, nous, ça fait 20 mois qu'on le dit et ça ne change rien. Donc, on va le dire dans le cadre du vrai Ségur de la santé. Et là, comme ça fait presque un peu institutionnel, peut-être que ce sera traité avec plus d'estime. Je te laisse causer. Tu as 12 minutes. Merci Arnaud. Bonjour, bonsoir à toutes. Avant d'attaquer les urgences, je te rappelle que je suis syndicaliste. Je te rappelle que j'ai eu la chance de passer 6 semaines enfermé au niveau du Ségur. Et je te remercie pour ton engagement ainsi que pour tous les gens qui sont là. Tout simplement, quelle place pour la santé dans les programmes présidentiels? On cherche encore, hein, et ton engagement, le nôtre, montre quelque chose. Soit on arrive à s'unir pour porter nos valeurs. Comme je te l'ai dit, l'exemple de la mêlée au rugby, l'exemple d'une équipe au rugby, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on relève la mêlée, juste pour que cette insécurité sanitaire qui gagne le pays, qui tue des gens, mais qui tue des gens, qui tue des malades, qui tue également des soignants, puisse repartir sur de nouvelles bases. Tout à l'heure, on a entendu, on a repeint les volets, la maison, elle s'effondre. La maison, elle est déjà effondrée, je pense. On est tous en train de tenir avec nos mains, notre cœur, ce qu'il y a à tenir. Et quand on entend ce silence assourdissant et grandissant sur cette insécurité sanitaire, il n'y a rien qui bouge. Hein. On va nous parler de l'insécurité dans les quartiers, oui, dont acte. Mais on a quand même aussi, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, le droit de vivre en bonne santé. Et quand je dis le droit, c'est le devoir. La France, tout à l'heure, j'ai entendu parler du Conseil national de la résistance. C'est vrai qu'on a bâti, un système solidaire. Excusez-moi pour le lapsus, mais c'est vrai que ce système solidaire, aujourd'hui, il est abattu. Mais qui c'est qui est le plus abattu? Parce que le coût que coûte, il n'y a pas qu'un problème de financement. Le coût que coûte, c'est notre résilience. Et notre résilience, j'en parlerai tout à l'heure, elle a pris un grand coup, sur le bec. Il n'y a eu aucune anticipation, malgré nos multiples relances. Je vous rappelle, on était tous dans la rue en novembre 2019, hein, et voilà, une crise est arrivée. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il y a la gestion de la première vague. La gestion de la première vague, la ville, l'hôpital, le médico-social se sont mis ensemble, les soignants, les docteurs, les médecins, les pharmaciens, les biologistes, et on a travaillé. On a travaillé parce qu'on connaît le territoire. On se connaît aussi sur le territoire. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'autogouvernance. Donc, s'il y a des choses à porter, tu as tout à l'heure parlé avec le responsable de l'association, hein, de toutes ces co-gestions, hein, mais on n'est pas dans l'autogestion. L'autogouvernance, c'est une autre façon de fonctionner. C'est le terrain, c'est les méthodes agiles, voilà. Et c'est surtout, on règle le problème de la gouvernance et de ces multiples strates. T'es au millefeuille, on est aux 10 000 feuilles aujourd'hui. Et avec les feuilles, souviens-toi, en fac, ils faisaient beaucoup d'avions. Là, aujourd'hui, c'est plus compliqué à piloter.
Voilà. Et il y a ce problème de déshumanisation. Cette déshumanisation des soignants, moi je vois des zombies dans les couloirs, des zombies soignants, et je suis parfois aussi un zombie, ce que me disent mes enfants quand je rentre, t'es pas le même, et tu sais que je travaille aussi sur l'Observatoire de la souffrance au travail, et je ne suis pas le seul. Et on a beaucoup d'époux, d'épouses, d'enfants qui nous ont alertés justement sur cette souffrance des soignants. Et c'est quelque chose, ça c'est de la maltraitance. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la maltraitance, c'est de la maltraitance. Et si on est maltraitant vis-à-vis de nous-mêmes, on est obligatoirement maltraitant vis-à-vis des gens qu'on doit soigner. On a entendu parler aussi du financement, ce financement inadéquat, ce financement qui nous oppose les uns aux autres. L'Ondam hospitalier, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours dessus, mais quand tu traiteras l'Ondam hospitalier, je vais t'expliquer, il manque 20 milliards dans l'Ondam hospitalier, 20 milliards par an. Donc effectivement, sans argent, le titre 1, ça a été décrit tout à l'heure, le délitement de l'hôpital, on ferme des lits, on rationalise les soins, mais pour moi, c'est indigent et ça me choque. Et cette course à Je ne vois pas que c'est toi. Car moi, ça me va paraître comme gros Aurélie. Non, j'ai mis Aurélie Gros. Ça aussi. Stéphane et Aurélie, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Pardon. Mais vous êtes excusé, j'ai parlé d'indigence, donc c'est normal, vous êtes venu à la rescousse de l'Ondam. Donc l'Ondam, on mettra la focale dessus. Mais cette course à l'hyperactivité au niveau de la T2A, tout à l'heure j'ai entendu parler d'hôpital entreprise. Non, aujourd'hui c'est l'hôpital usine. Et à la différence d'une pièce que tu usines, un patient, un malade, c'est jamais la même chose, même s'il y a une pathologie commune. Et on l'a tous connu. On a connu une médecine d'organes. On s'est battu contre ça. Mais aujourd'hui, on a une médecine d'organes plus une médecine qui nous pousse à diminuer les durées de séjour. Et j'ai beaucoup aimé, avant de parler de rentabilité, qui pour moi est antinomique avec le soin. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Charlotte Valandré, même si elle nous a quittés. Et, merci de l'avoir amenée à être la marraine, et à nous accompagner. Elle a parlé du nomadisme des soignants dans son introduction, et elle a parlé aussi de ce besoin d'humanité, parce que c'est vrai que quand on est en soins, comme on dit, on donne une partie de nous-mêmes. Enfin, c'est tout ce qui est en rapport avec l'empathie. Et ce besoin d'humanité, on est aussi en miroir, on donne et on reçoit. Si on fait tous ce métier, il y a un sens. Sinon, on ne serait pas là. On serait on ferait autre chose. Et par contre, ce que j'aurais bien aimé le lui dire, et on le lui dira, pour nous, tous les soignants, et c'est encore plus marqué pour nos collègues infirmiers, aides-soignants, quand on subit ce nomadisme, quand on arrive sur des patients que l'on ne connaît pas, c'est encore plus déstructurant. C'est encore plus déshumanisant. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce que ça fait quand même 5-6 ans qu'on a prévenu, et j'ai vu, on a certains collègues urgentistes qui ont mené des combats par rapport à leurs enfants sur les études en santé. Nous, on a mené aussi un autre combat sur Parcoursup. Parcoursup, on aurait dû ouvrir les vannes. On a les moyens, je pense, d'ouvrir les vannes. Mais il faut que là aussi, Parcoursup ne soit pas un filtre, ne soit pas une gangue dans ce système hyper administré, hyper administratif. Il faut ouvrir les champs des possibles. Et tout ça, c'est un travail à faire. Voilà. Je suis également stupéfait d'une chose. J'ai beaucoup de soignants qui me remontent ça, et je pense qu'on doit tous faire quelque chose. C'est une mesure à coût zéro. On en a parlé avec Thomas Meignier, on en a parlé lors des auditions au Sénat. On a un nombre de soignants qui ont eu des concours. Et qui, donc, sur ces dernières années, auraient dû bénéficier donc, de l'ascenseur social donc disposant dans ce pays, sauf que la crise Covid est arrivée, restriction de budget, réquisition de personnel, et ces gens-là, ils ont dû rester aux soins. Et au lieu de progresser dans leur carrière et donc d'avoir un juste retour dans leur investissement, ils sont toujours au même niveau, mais ils ont perdu le bénéfice de leur concours.
tout simplement, ils ont eu le concours, il est prorogé d'une année. Qu'est-ce qui nous empêche de le proroger d'une année de plus? Ce concours, ils l'ont eu. Hein, quand on regarde les financements, ils n'ont pas été utiles, simples, pragmatiques. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des patients brancards. Les patients brancards, c'est l'indicateur le plus affreux, le plus délétère pour nous. Et je vais revenir sur la médecine d'urgence. Tous les 60 patients sur un brancard, un patient meurt. Et à partir de là, c'est l'indicateur le plus maltraitant. Pourquoi cet indicateur n'est pas mis en production? Tous les jours, on devrait avoir cet indicateur en production. Et il n'est pas mis en production parce qu'on a les ministres qui nous disent c'est pas bon pour l'hôpital, mais c'est pas bon pour les cliniques non plus. Mais c'est surtout mortifère. Mortifère pour les malades et leurs familles et mortifère pour nous. Parce que quand on rentre chez nous, on sait très bien qu'on n'a pas fait le taf. Et quand on passe 3, 4, 5, 6 heures à essayer de trouver un lit, voilà, c'est pas mon métier de chercher des lits. C'est pas le métier de mes collègues soignants de chercher des lits non plus. Mais voilà, ça c'est un indicateur de mauvaise qualité. Cet indicateur, il devrait être produit, il devrait être affiché partout. Pourquoi il ne l'est pas? Parce que l'HAS, évidemment, ce sont des gens il y a un certain entre-soi. L'ANAP, c'est pareil, et évidemment, on ne veut pas que ce soit publié. Voilà. Et tu as bien compris que là aussi, dans tout ce qu'on a dit, cette déconnexion de notre réalité, cette véritable gang administratif, parce que là aussi, on est quand même piloté par un gang. Hein. La loi HPST, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont ceux qui ont voté cette loi, ceux qui l'ont mise en place. Tu as un député qui a dit je me suis trompé. Mais est-ce que cette loi a-t-elle été abrogée? Réponse non. Ça a été dit tout à l'heure, on s'adapte. Voilà. Donc, en résumé, donc je reviens sur toute la gestion du Ségur. Moi, pendant le Ségur, j'ai découvert une chose. J'ai découvert qu'il y a des gens, des soignants, qui n'avaient pas le SMIC. Je t'en ai déjà parlé. Mais ils ont une prime, une bonification indiciaire. Mais cette prime, elle ne rentre pas dans leur retraite. Comme on a dit à Véran, ça doit disparaître. Ça n'a pas disparu. Il y a encore des gens qui dorment dans leur voiture. À Toulouse, nous, on a des soignants qui dorment au camping, mais on sait qu'à Paris, il y a 1 heure, 2 heures de trajet pour aller au travail et autant pour rentrer. Et derrière, on ne s'y retrouve pas avec des gens qui vont faire des heures. Donc, on a perdu le sens et on a perdu aussi l'essence. Tout à l'heure, on parlait de qualité de vie. Il n'y a pas que l'argent, il y a les conditions dans lesquelles on travaille. Et je pense que tout devrait être normé, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un nombre de médecins par équipe, un nombre de soignants qui soient infirmiers, soignants, ASH. Et là aussi, on s'est battu pour récupérer les ASH, que les ASH soient à nouveau internalisés dans l'hôpital. Parce que l'ASH, c'est la base du soin. L'hygiène, c'est la base du soin. Le brancardier, c'est pareil. Voilà, mais tout ça, c'est un travail quotidien et permanent. Donc là, j'ai fini sur ma partie syndicaliste et je suis désolé d'avoir été un peu long, mais c'est vraiment important. Tu as encore 2-3 minutes parce que sinon on est. Les urgences. Mais François, c'est l'inauguration. On reviendra. On reviendra parler des urgences. Il y a que des solutions. La première des solutions, on l'a montré pendant la première vague, c'est le SAS, le système d'accès aux soins. Un numéro santé. Mais un numéro santé, pas un numéro qui est sous l'égide du ministère de l'Intérieur, bien évidemment. Parce que derrière, vous avez les grandes oreilles. S'il y a des gens qui travaillent en psychiatrie, il n'y a plus de secret médical. Au niveau du numéro qui passe par le ministère de l'Intérieur, tout est organisé. Donc un numéro santé dans lequel la ville, le médico-social et l'hôpital travaillent ensemble. Derrière aussi, il faut un support numérique pour qu'il y ait un partage de l'information et que ce que j'ai tapé comme information, mes collègues de ville, du médico-social ou mes autres collègues hospitaliers puissent le récupérer. Tu m'as parlé tout à l'heure des structures d'urgence qui ferment. Eh oui, les structures d'urgence se ferment, oui, évidemment. Est-ce qu'on doit garder la lumière partout la nuit? Moi, je vous dis sincèrement, je pense pas. Je pense pas. Par contre, ce qu'on doit défendre, pour moi, c'est le SMUR. C'est l'hôpital au chevet du patient ou l'hôpital au pied de l'arbre. D'accord? Alors, ça peut choquer que je puisse dire, oui, on peut fermer une structure d'urgence la nuit. Mais je préfère que la structure, et je vous le dis tout net, que la structure d'urgence soit fermée. Nous, on a un exemple, à 40 km de mon hôpital, il y a un hôpital qui s'appelle Marmande. On a prévenu, il y a 8 praticiens hospitaliers qui ont quitté l'hôpital, donc de 9, ils sont passés à 1.
Et à partir de là, on a eu des gens qui sont venus. Alors, j'ai vraiment rien contre les intérimaires, mais par contre, des gens qui sont venus qui n'avaient pas les diplômes pour être médecin urgentiste. D'accord? Et donc, le directeur, il embauche ces gens-là, ça le regarde. Et quand tout à l'heure, tu parlais de 50 €, j'aimerais juste qu'on ait le tarif de 115 € de la vaccination. Là, quand tu regardes 115 € la vaccination, le médecin, il fait pas grand-chose. Et je suis allé vacciner. Je vous dis, donc, le médecin, il fait pas grand-chose. L'infirmière, elle fait son travail et tout est organisé. Mais là, on a tout organisé. Et on voit que quand on organise tout, il y a de l'efficience, il y a de la pertinence. D'accord? Et à partir de là, nos collègues soignants, la revalorisation, tu disais tout à l'heure, on est au 18e rang. Je pense que relisez vos données. Je pense qu'on était au 26e rang au niveau de l'OCDE avant le Ségur. On a demandé, on s'est battu, 300 € net. D'accord? Mais on fonctionne en silo dans ce pays, on nous divise. Les soignants n'ont pas eu cette revalorisation. Mais toi qui fais le tour des plateaux télé, tu as bien vu ce qui se passe dans le monde entier. Le rôle des soignants, il a été perçu, compris dans l'ensemble des territoires. Et au niveau de l'OCDE, tous les soignants ont été revalorisés. Donc, on n'est pas mieux. Je suis désolé de te le dire, on n'est pas mieux. Mais après, il y a des revalorisations, effectivement, surtout des heures supplémentaires. Mais à partir de là, est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de travailler plus, beaucoup plus, au-delà du raisonnable parfois? Tu sais qu'il y a des gens qui ont 2 voire 3 emplois au niveau des soignants juste pour arriver à vivre. Et ça, c'est pas normal, de mon point de vue. Donc, pour revenir sur les urgences, et je vais arrêter là, il faudra réfléchir sur l'organisation. Voilà. Donc, pour terminer sur moi, ce que je vais vous dire, je finis en conclusion. Ma résilience, excuse. Mais l'amour de mon métier, le plaisir de travailler en équipe, et en équipe, c'est au sens large, le plaisir de pouvoir échanger avec toi et les gens qu'on est amené à rencontrer est toujours vivace. Et ça, tant que j'aurai cette fibre-là, cette envie-là, je continuerai à me battre pour un juste soin. Et encore merci pour ce que tu fais et ne change rien. Prends soin de toi et des tiens. Merci Jean-François, merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-François, ça commence seulement ce soir, ça dure 40 jours. Donc on se reverra aussi souvent qu'il le faut pour pouvoir, Jean-François, faire le vrai bon Ségur et pas le truc qu'ils ont raté. Je vais très vite. On va passer. Appelle-le différemment par contre. Appelle-le différemment. Ouais. Appelle-le trou. Ce soir, l'objectif, c'est de trouver un nom. Ouais. Le Ségur, c'est un compte. C'est un compte qui dit compte. Il y a le compte aussi. Le compte n'y est pas. D'accord? Donc, on a parlé d'états généraux. Non, c'est le président qui doit arriver, doit bloquer pendant 30 ou 40 jours tous les soignants. On s'enferme. On réfléchit, on nous met les Thénardier de la finance en face et on va leur montrer. Il n'y a rien dans la prévention dans ce pays. Rien dans la prévention. Et on a dit que la prévention primaire, c'est la base. C'est la base de tout. C'est la base du vivre ensemble aussi. Et j'ai une pensée ce soir. J'ai une pensée pour quelqu'un, tu sais très bien, il nous a quittés en décembre, Kim. Il a perdu la vie. Il a donné sa vie et j'ai une pensée pour l'outre-mer. Autre territoire oublié sur le plan sanitaire. On pourrait vous envoyer des photos qui sont déplorables du niveau de non prise en charge de nos concitoyens. Mais voilà. Désolé. Jean-François, merci, sois pas désolé. C'est toujours bon de t'entendre. Aurélie Gros, fondatrice du mouvement La France nous fait l'amitié d'être là. On était aux urgences, on était en réanimation, on est passé aux urgences, on ouvre la porte des urgences et il y a la ville et parfois les déserts médicaux. Je vous présente Aurélie Gros qui est fondatrice du mouvement citoyen